Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment crucial, le logement des jeunes en France. C'est une situation assez tendue, on va le voir. Bonjour, oui, tendu et complexe. Et pour ça, on va s'appuyer sur une source solide, un résumé du rapport d'information du Sénat, 25 clés pour loger les jeunes. Il vient tout juste d'être adopté, là, mi-octobre 2025. Exactement. Un rapport très dense qui pose un diagnostic et propose des pistes. L'idée, c'est ça, décortiquer un peu ensemble les constats qui sont parfois un peu durs, et puis surtout voir les solutions qu'ils mettent en avant. Tout à fait. Essayez de comprendre les enjeux. Et pour commencer, pour bien mesurer l'urgence, il y a un chiffre dans ce rapport qui m'a marqué. Ah oui? Entre 2002 et 2019, le taux de pauvreté des 18-29 ans, il a grimpé de plus de 4 points. Ah oui, quand même. C'est énorme, hein. Ça montre bien qu'il y a une fragilité particulière pour cette génération, non? Oui, oui, c'est un indicateur social très fort, hein. Ça pose le décor, disons. Alors rentrons dans le vif du sujet, le constat justement. Quelles sont les difficultés spécifiques que rencontrent les jeunes pour se loger, d'après le rapport? Il y en a plusieurs. Déjà, ils cherchent souvent des petits logements, des studios, des T1, Oui. pour des durées assez courtes, souvent liées aux études, un premier emploi, un stage. Et ça dans des zones où c'est déjà la guerre pour trouver un appart. Exactement. Les zones tendues, les grandes villes principalement. Donc beaucoup de demandes sur un type de bien très précis. Et s'ajoute à ça leur situation souvent précaire, non? Manque de CDI, pas forcément de garant. C'est ça. Le rapport parle de manque de stabilité professionnelle, de revenus plus faibles au début. Et oui, l'absence de garantie familiale solide, c'est un obstacle majeur. Du coup, ils se retrouvent en concurrence directe avec des gens qui ont des dossiers plus rassurants pour les proprios. Tout à fait, sans oublier la pression de la location saisonnière type Airbnb. Ah oui, ça aussi. Ça retire pas mal de logements du marché classique. Énormément. Et puis, il y a ce phénomène de jeunesse prolongée. Les études durent plus longtemps, on rentre plus tard dans un emploi C'est stable. ce qui fait qu'on reste plus longtemps chez les parents, en fait. Voilà, le départ du foyer familial est retardé. Tout ça s'accumule. Et quelles sont les conséquences de tout ça, au-delà de la simple galère pour trouver un toit? Le rapport pointe un vrai risque de sentiment de déclassement. Les jeunes comparent avec les générations d'avant. Qui ont eu plus facile, on a l'impression. C'est un peu ça, oui. Ça peut créer de la frustration, un sentiment d'injustice, voire une forme de désillusion. Un risque de jeunesse désabusée, quoi. Hmm. Et le rapport dit quoi des politiques publiques actuelles? Est-ce qu'elles répondent bien à ces problèmes? Alors, c'est un point central du rapport, il y a une inadéquation. Historiquement, les politiques de logement jeune étaient très centrées sur les étudiants. Les crous, les résidences U. Voilà. Mais le rapport rappelle un chiffre important. Dès 21 ans, la majorité des 18-29 ans sont des actifs. Ah oui, d'accord, donc on se focalise sur une minorité finalement. Disons qu'on oublie une grande partie des jeunes concernés. Et puis, les statuts sont de plus en plus flous. On peut être étudiant et salarié, apprenti, puis en CDD. C'est plus aussi linéaire qu'avant. Exactement. Cette frontière un peu rigide entre logement étudiant et logement jeune actif, elle ne colle plus à la réalité des parcours. Il faut vraiment dépasser cette segmentation. D'accord. Donc le constat est assez clair. Face à ça, quelle stratégie propose le rapport? On parle de 3 grands axes, c'est ça. Programmer, accompagner, innover. Oui, c'est la structure du rapport. Le premier axe, programmer, c'est l'idée qu'il faut une vraie stratégie globale. Global et territorial. C'est ça, une programmation au niveau des territoires, mais pilotée nationalement, pour tous les jeunes, peu importe le statut. Étudiants, apprentis, jeunes travailleurs, saisonniers. Fini le cloisonnement. Voilà, avec des objectifs chiffrés clairs d'ici 2030 et surtout une programmation sur plusieurs années des aides à la pierre pour donner de la visibilité. Sortir du coup par coup, quoi. Exactement. Et pour que ça marche, cette programmation, il faut des outils. Lesquels? D'abord, lutter contre ce que le rapport appelle la précarité statistique. En gros, on manque de données fiables sur le parc de logements dispo pour les jeunes. On ne sait pas bien de quoi on parle en fait. Un peu. Il faut mieux identifier ce parc mobilisable et surtout développer les observatoires locaux du logement. Actuellement, ils regardent surtout les étudiants, il faut élargir pour couvrir tous les jeunes. Avoir une vision complète des besoins. C'est indispensable. Et le deuxième outil clé, c'est la lisibilité de l'offre. Ah oui, le fameux millefeuille. C'est ça. C'est Russes, bailleurs sociaux, assos. Pour un jeune, c'est un parcours du combattant pour savoir où chercher. Complètement perdu. Donc, le rapport pousse fort pour accélérer la création d'une plateforme numérique unique. Une seule porte d'entrée pour toutes les offres de logement à vocation sociale. Ça simplifierait drôlement les choses, ça. Il y avait eu des essais avec beta.gouv, non?
Oui, des expérimentations intéressantes. Il faut passer à la vitesse supérieure et généraliser. D'accord. Donc ça, c'est pour l'axe programmé. Passons au deuxième, accompagner. Là, on parle de quoi exactement? On parle du moment clé du départ de chez les parents. Souvent, ça passe par une étape en logement accompagné, résidence jeune, foyer de jeunes travailleurs. Et là, le bas blesse, si j'ai bien compris, pénurie. Oui, le diagnostic est sévère. Le rapport rappelle l'échec du plan 60 000 logements étudiants lancé en 2017. Fin 2022, on était à peine à 30 000 places financées. La moitié. Voilà. Et pour les jeunes actifs, ce n'est pas mieux. Le plan de janvier 2025 manque d'objectifs clairs pour eux. On parle de 15 000 places en résidence intermédiaire. Mais c'est quoi ces résidences intermédiaires? C'est accessible? Justement, c'est un peu le problème. Ce sont souvent des résidences avec des services, mais des loyers plus élevés. Pas forcément adaptés aux jeunes les plus précaires qui ont le plus besoin d'un coup de pouce. Donc, on manque de places abordables, en gros. Pourquoi c'est si difficile de créer ces places? Le rapport pointe plusieurs fragilités économiques de ces résidences dédiées. D'abord, l'équation loyer bas-rentabilité. C'est très compliqué. Il faut que ce soit rentable pour celui qui construit et gère, mais pas trop cher pour le jeune. C'est tout le défi. Pour aider, le rapport suggère d'expérimenter le financement via le PLUS, le prêt locatif à usage social. C'est un prêt aidé qui permet des loyers plus bas que le PLS, utilisé habituellement. Où est-ce qu'on pourrait tester ça, Ève? Hors Île-de-France et en Outre-mer, là où les besoins sont forts, mais les coûts peut-être un peu moins délirants qu'à Paris, c'est une piste. Et l'autre gros problème, c'est le prix du terrain, j'imagine. Le foncier. Ah oui, ça pèse énormément. Là, une solution qui monte, c'est le bail réel solidaire, le BRS. On en entend parler de plus en plus. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est de séparer la propriété du terrain de celle du bâtiment. Un organisme achète le terrain et le loue sur le long terme à celui qui construit la résidence. Ça allège beaucoup le coût de départ. Malin. Donc ça pourrait s'appliquer aux résidences pour jeunes. Le rapport le suggère fortement. C'est une piste à explorer sérieusement. D'accord. Et les gestionnaires de ces résidences, ils rencontrent des difficultés aussi? Oui, de plus en plus. Le rapport le souligne bien. Ils font face à des jeunes de plus en plus précaires, Ce qui veut dire, des jeunes qui restent plus longtemps, qui ont besoin de plus d'accompagnement social, pas juste d'un toit. Et puis, ces résidences accueillent aussi des publics plus fragiles, via les réservations de l'État ou des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. ça demande plus de moyens, plus de personnel qualifié, j'imagine. Évidemment. Et ça nous amène au modèle des foyers de jeunes travailleurs, les FJT. Oui, c'est un modèle historique, ça. Exactement. Leur force, c'est cet accompagnement socio-éducatif très poussé. Le rapport donne un chiffre, 7 encadrants pour 100 jeunes, en moyenne. C'est énorme. Ah oui, Mais c'est aussi un modèle fragile économiquement. Ils sont en concurrence avec d'autres structures, parfois sur les mêmes financements. le paradoxe, hein. Très utile mais fragile. C'est ça. Pour leur donner un peu d'air et reconnaître leurs spécificités, le rapport propose de remplacer les appels à projets classiques par des appels à manifestation d'intérêt. Plus souple. Oui, plus souple, moins rigide, pour mieux coller à la complexité de leur projet. D'accord. On voit bien la complexité de cet accompagnement. Le troisième axe du rapport, c'est innover. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? L'idée, c'est que les bonnes solutions ne viendront pas que d'en haut, de Paris. Elles doivent aussi venir du terrain, des maires, des intercommunalités. Ceux qui connaissent les besoins locaux. Précisément, une entreprise qui s'installe, le casse-tête des logements pour les saisonniers en été ou en hiver. Ce sont les élus locaux qui sont en première ligne. Et ils ont des idées, j'imagine. Oui, le rapport cite des exemples. La résidence à vocation d'emploi liée à une boîte locale ou des résidences mixtes, internat pour lycéens l'année et logement saisonnier l'été. C'est malin. Mais est-ce qu'ils ont les moyens et la liberté de mettre ça en place? Ah, bah c'est souvent là que ça coince. Le rapport donne un exemple très parlant. Le village de 30 Tiny House dans le Morbihan, à Grandchamp. Des mini-maisons? Oui, une super initiative de la mairie pour loger des jeunes à loyer très bas. La commune a même donné le terrain. Et alors? Et alors, il a fallu se battre et obtenir une dérogation spéciale de la préfecture pour que ça soit reconnu comme du logement social aidé. C'est lourd. Ça peut décourager les initiatives, ça. Carrément. C'est pour ça que le rapport propose une mesure forte, un droit à la dérogation pour les collectivités. C'est-à-dire? Si une collectivité veut expérimenter une solution innovante, adaptée à son territoire, elle pourrait signer une convention avec l'État pour avoir le droit de déroger à certaines règles, pour libérer l'énergie locale en quelque sorte. Une approche pragmatique pour le coup. Intéressant. Bon, après le logement accompagné, il y a l'étape d'après. Le logement autonome, souvent en location privée.
C'est là que loge la majorité des jeunes, non? Oui, la grande majorité. Mais c'est un parc difficile, loyer cher au mètre carré, surtout pour les petites surfaces qu'ils occupent, et la qualité, parfois, elle laisse à désirer. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce parc privé? Plusieurs pistes dans le rapport. D'abord, une mise en garde sur les APL, les aides au logement. Il ne faut plus y toucher. Disons qu'il faut être très prudent. Les réformes depuis 2017 ont fait faire des économies, certes, mais elles ont aussi tapé dans le pouvoir d'achat des jeunes. Pour eux, l'APL, c'est vital. Le rapport dit qu'il faut y toucher avec une main tremblante. Message reçu. Quoi d'autre? Renforcer la communication sur la garantie visale. C'est la caution gratuite de l'État via Action Logement. Ah oui, ça couvre les impayés? Exactement. C'est super utile pour un jeune sans CDI ou sans garant. Mais beaucoup de proprios connaissent mal ou préfèrent encore une caution physique. Il faut marteler que Visal, c'est plus sûr pour eux. D'accord. Et l'encadrement des loyers, on en parle? Oui, le rapport demande une évaluation d'ici mi-2026, voir si ça marche vraiment pour les jeunes et s'il n'y a pas trop de contournements. Genre le co-living ou des baux bizarres? C'est ça. Il faut objectiver les effets. Autre point, le bail mobilité. Le contrat court de 1 à 10 mois. Oui. Apparemment, il serait parfois détourné pour faire de la location touristique l'été, ce qui prive des jeunes actifs de ces logements temporaires dont ils ont besoin. Et la solution? Permettre aux villes qui le veulent de créer un système de déclaration obligatoire pour ces baux, pour y voir plus clair et pouvoir contrôler. Logique. Et une dernière mesure, plus sociale. Oui. Supprimer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour les apprentis et alternants. Souvent, ils sont obligés d'avoir 2 logements. C'est injuste qu'ils payent cette taxe. Ah oui, bonne mesure de justice, ça. OK pour le parc privé. Et le parc social, les HLM? Les jeunes y sont moins présents qu'avant, c'est ça? Beaucoup moins. Le chiffre est frappant. Ils représentaient presque un quart des locataires en 1984 et seulement 8% en 2013. La chute est énorme. Pourquoi? Plusieurs raisons. Les locataires vieillissent et restent longtemps, donc peu de logements se libèrent, et puis les règles d'attribution. Pas faite pour les jeunes. Disons qu'elles favorisent plutôt l'ancienneté de la demande, les familles. Les jeunes, avec leur situation changeante et urgente, passent souvent après. Le rapport parle aussi de non-recours. Les jeunes ne demandent peut-être pas ou pensent que ce n'est pas pour eux. Comment on peut inverser ça? Mieux accompagner les jeunes dans leurs demandes, peut-être l'intégrer dans un parcours plus global. Évaluer aussi si les systèmes de points, la cotation, ne les désavantagent pas. Et s'assurer que leurs besoins soient vraiment pris en compte dans les attributions au niveau local. Et l'offre HLM elle-même, elle est adaptée? Pas assez. Il manque cruellement de petits logements T1, T2. C'est ce que cherchent les jeunes, mais pour un bailleur social, c'est moins rentable à construire qu'un grand appart. Ah, l'éternel problème économique. Oui. Il faut trouver un modèle économique qui incite à construire plus de petits logements sociaux. Et une dernière proposition technique. Oui? Pour les résidences universitaires gérées par les bailleurs sociaux, les exonérer de la RLS, la réduction de loyer de solidarité. C'est quoi ça, la RLS? Une contribution financière que l'État impose aux bailleurs. Ça pèse sur leur budget. En exonérer ces résidences étudiantes, ça rétablirait l'équité avec les CROUS, qui n'y sont pas soumis, et ça aiderait à maintenir ces logements. D'accord, je vois. Bon, on a beaucoup parlé location, mais l'accès à la propriété, c'est aussi un sujet pour les jeunes, non? Ouais, même si ça semble de plus en plus dur. C'est exactement ça. L'aspiration est toujours là, être propriétaire, c'est encore un marqueur de réussite, de sécurité. Mais dans les faits, c'est devenu un parcours du combattant. Les chiffres le montrent. Oui, la part des acheteurs de plus de 50 ans a explosé. Elle est passée de 30% en 2015 à presque 40% aujourd'hui. L'accès se ferme pour les plus jeunes, clairement. C'est inquiétant pour l'avenir, ça. Alors, quelle piste pour les aider à acheter? Le rapport en esquisse plusieurs. D'abord, une réflexion sur un soutien public mieux ciblé. Peut-être encourager l'épargne avant et bonifier les taux d'intérêt au moment de l'achat. Un peu comme ce qui se fait dans certains pays du Nord. Oui, l'idée c'est d'avoir une action plus forte quand le marché est difficile, comme maintenant. Ensuite, une mesure très concrète, prolonger le prêt à taux zéro, le PTZ, dans le neuf au-delà de 2027. C'est essentiel pour les primo-accédants jeunes, ça. Absolument. En 2024, 68% des bénéficiaires avaient moins de 35 ans. Le supprimer, ce serait un coup dur. Et le fameux bail réel solidaire, le BRS, il revient aussi ici. Oui, bien sûr, puisqu'il permet d'acheter moins cher en dissociant le terrain du bâti.
Le rapport dit qu'il faut vraiment pousser les intercommunalités à en prévoir dans leurs plans locaux d'habitat, les PLH. Fixer des objectifs de production en BRS. Voilà. Et il faut aussi penser à la suite, quand on a acheté en BRS et qu'on veut revendre. Oui, comment ça se passe? Pour que ça reste fluide et que ça bénéficie toujours à des ménages modestes, le rapport suggère d'ouvrir le PTZ aussi pour l'achat d'un logement BRS en revente. Ah, pour boucler la boucle et maintenir ces logements accessibles. C'est l'idée, assurer la pérennité du dispositif. Merci, c'était vraiment complet. Si on essaie de résumer un peu tout ça, ce qui ressort, c'est d'abord l'urgence. La situation du logement des jeunes est critique. Oui, une vraie urgence sociale. Ensuite, c'est la complexité. Ça touche plein de jeunes différents. Étudiants, actifs, précaires, moins précaires. Avec des besoins variés. Tout à fait, pas de solution unique. Et donc, le rapport sénatorial propose une approche combinée. On retrouve les 3 verbes. Programmer, pour avoir une stratégie claire et territoriale. Oui, pour tous les jeunes. Accompagner, pour soutenir les jeunes et les structures qui les aident. Renforcer l'accompagnement social et économique. Et innover, pour laisser les initiatives locales émerger et s'adapter aux besoins du terrain. Exactement. Programmer, accompagner, innover, c'est une bonne synthèse de la philosophie du rapport. C'est une feuille de route assez dense quand même. Oui, 25 clés, ce n'est pas rien. C'est une boîte à outils très riche, très pragmatique. Mais peut-être pour ouvrir la discussion au-delà de ces mesures techniques, Oui. on peut se demander quel changement de regard plus profond serait nécessaire. Comment faire pour que le logement des jeunes devienne une vraie priorité politique et culturelle, une préoccupation centrale et pas juste un sujet parmi d'autres? Bonne question. Sortir de la technique pour aller vers le politique au sens large. C'est un peu ça, et se demander aussi quelles seraient les conséquences à long terme si on ne désamorce pas cette bombe sociale, comme certains l'appellent. Si on laisse cette situation perdurer, qu'est-ce que ça dit de notre société? Voilà une réflexion qui laisse matière à penser. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.